bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être aussi nombreux. Je vois qu'on a dépassé déjà 200 personnes. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous écrivent sur le chat, sur les questions. C'est très bien. Donc, ça me permettrait de donner déjà quelques petites astuces pour qu'on puisse traiter les questions après l'exposé. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur l'onglet Q&R ou bien éventuellement directement dans le chat. On essaiera de traiter ça. Combien va durer la session? Ça sera 1 heure. Donc, on essaiera de se tenir à cette durée-là. Pour commencer, donc je vais peut-être me présenter, ce sera plus simple. Abderrahim Hamidi, responsable technique et vétérinaire chez Vetopharma. Et aujourd'hui, donc, comme vous voyez à vos écrans, il y a le docteur Roland Tejoul, notre invité du jour, et celle qui va présenter les cas cliniques. Tout d'abord, pourquoi les cas cliniques et pourquoi Vetopharma a choisi ce format-là? Donc déjà, premièrement, c'est pour avoir un témoignage du terrain et qui sera présenté, réalisé et présenté par un vétérinaire. Donc aujourd'hui, on a Caroline. Il y aura d'autres sessions avec d'autres participants et d'autres témoignages cliniques. Il y aura toujours le même schéma. Donc le motif d'appel de l'apiculteur, la démarche clinique réalisée par le vétérinaire, le diagnostic, la suspicion diagnostique et aussi les examens complémentaires réalisés auprès des laboratoires agréés. Et puis, bien sûr, une conclusion et un suivi de ce qui s'est passé sur ces colonies-là et sur ces ruchers-là. Ce que on va voir, c'est surtout cette multitude de facteurs et sur ce contexte un petit peu de plus en plus stressant et on note quand même plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette santé de l'abeille, cette santé de la ruche de façon générale. C'est pour ça que lors de ces cas cliniques-là, on a toujours cette démarche de globalité. On essaie d'énumérer l'ensemble des facteurs qui ont pu éventuellement nuire à la colonie et au rucher. Je pense que sur la première slide, Caroline, si tu peux passer, s'il te plaît. Hop, alors, je ferme le sondage. Ça y est. Alors, Ah, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Ah, ça y est. voilà, voici. Donc, c'est juste pour illustrer mon propos. Donc, cette approche de globalité de l'individu, elle est surtout due à la multitude de facteurs qui peuvent influencer la santé de l'abeille et de la colonie. Donc, on peut le voir, on différencier deux grandes catégories, bon, abiotiques abiotiques et biotiques. Pour faire simple, donc on a l'ensemble des facteurs qui sont gérables ou pas d'ailleurs. Donc, quand on parle du gérable, peut-être la gestion en elle-même du rucher et les pratiques apicoles qu'on peut mettre en place. D'autres facteurs qu'on peut réduire, mais peut-être pas tout à fait contrôler. Donc, que ce soit des polluants environnementaux, du changement climatique et des produits d'agrochimie. Et pour les facteurs biotiques, quant à eux, on a bien sûr les ectoparasites. Donc aujourd'hui, on parlera de varroa, mais il y a aussi un deuxième congénère qui s'ajoute à l'équation, donc le Tropililaps. L'ensemble des virus, des bactéries ou champignons qui peuvent affecter aussi l'abeille et la santé de l'abeille. Et aussi les différents prédateurs, donc que ce soit le frelon ou d'autres des espèces qui peuvent nuire à la colonie. Etina humida, bon, fort heureusement, le petit coléoptère n'est pas présent en métropole. Et justement, au travers ces cas cliniques-là, on va voir très certainement cette association de malfaiteurs qui peut faire beaucoup de dégâts, même avec des méthodes de gestion et des méthodes de traitement assez, je dirais, qui ont répondu aux attentes et qui ont bien maîtrisé l'infestation varroa. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de prendre le temps de traiter l'ensemble ou la majorité. Et je laisserai beaucoup plus le temps à Caroline, qui est vétérinaire dans l'ouest de la France et diplômée du DIE, de se présenter et d'enchaîner avec les cas cliniques. Merci beaucoup. À toi, Caroline.
Merci Raïm. Bonjour à tous. Du coup, comme le disait Raïm, moi je suis Caroline Lantuéjou, le vétérinaire en apiculture en Loire-Atlantique. Ça fait à peu près 10 ans que je mets les mains dans les ruches et de plus en plus, parce que maintenant je fais 100%, enfin je suis à 100% en apiculture. Je suis à la fois vétérinaire pour le PSE du GDS de Loire-Atlantique, donc leur vétérinaire conseil et j'interviens sur le terrain dans ce cadre-là, mais je suis également vétérinaire libéral en apiculture, donc j'interviens dans le cadre de l'OMA et de d'autres missions. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais vous proposer enfin, deux cas qu'on va regarder. Un premier cas de maladie du couvain et un second cas de problématique d'infestation varroa. Sur ce premier cas de maladie du couvain, on l'a choisi parce que c'était un cas assez intéressant parce qu'il était vraiment multifactoriel. C'est le cas d'un apiculteur professionnel que je suis en Loire-Atlantique, qui est en apiculture conventionnelle, qui a environ 400 ruches en production sur une trentaine de ruchers. Donc c'est un assez gros apiculteur quand même, enfin, en termes de taille pour notre département, hein. On est en général sur des apiculteurs qui ont entre 200 et 500 ruches en production, qui produit en général autour de 13 à 15 tonnes de miel sur les dernières années, mis à part cette année qui a été vraiment catastrophique du fait des conditions météo, et on en reparlera. C'est un apiculteur qui va transhumer un petit peu partout, suivant les années. Il va aller plus, enfin, il va transhumer plus ou moins de ruches et qui va produire entre 150 et 200 essaims par an pour son renouvellement de cheptel ou éventuellement de la vente en fonction de ses besoins, quoi. Donc, c'est un apiculteur que je suivais dans un contexte, enfin, pas du tout à la base sur une problématique sanitaire particulière. C'était surtout un apiculteur qui avait eu des infestations résiduelles varroa en 2023 qu'il jugeait trop importantes et qui a souhaité vraiment qu'on fasse le point en 2024 sur sa gestion varroa globale et voir ce qu'il pouvait mettre en place sur son exploitation pour mieux suivre le varroa. Et c'est dans ce cadre-là qu'il m'a appelé en cours de saison, en fait, au mois de juin, en fait, fin mai, début juin, parce qu'il avait enfin, une problématique inhabituelle de couvain sur un rucher d'essaim. Donc, il m'a vraiment appelé en me disant, j'ai un rucher d'essaim dans un état catastrophique. J'aimerais que tu passes voir, qu'on fasse le point ensemble, parce que ça me plaît pas du tout. Clairement, on était sur une période de l'année où on avait vraiment une grosse problématique de disette. Il faut savoir, sur notre département, on a tous les ans une période de disette qui peut être plus ou moins longue, qui peut être sur une semaine ou deux. Mais cette année, c'était vraiment catastrophique. On était sur plus de 6 semaines de disette pour les colonies d'abeilles. Pour plein de raisons, on avait des perturbations météo importantes, un printemps pluvieux, des températures fraîches, ce qui faisait qu'on avait des problématiques de butinage pour les abeilles et de disponibilité en nectar. Je vous ai refait un petit point rapide des conditions météo sur toute la saison. Donc ça, c'est les antennes météo de Nantes qui nous donnent quelques éléments sur la météo. C'était une saison qui démarrait vraiment précocement comme on a pu avoir enfin, sur les années passées. On n'a pas eu de grosse gelée cet hiver. Les colonies redémarraient très rapidement à travailler sur février-mars. Puis tout s'est vraiment bien stoppé. Vous avez un premier graphe en haut à droite qui fait un état des lieux des températures qu'on a pu avoir sur la saison. Alors, ce qui était compliqué, c'est que on nous disait, enfin, que on avait des températures qui étaient 1 degré au-dessus des normales saisonnières. Et pourtant, je sais pas vous, mais moi, j'avais froid sur les ruchers. C'est la première année où j'avais vraiment l'impression qu'il faisait froid. On ouvrait les colonies alors qu'il faisait que 12 degrés, voire 12-13 degrés, quoi. En fait, on était sur une année où les températures du matin n'étaient pas très froides, mais par contre, on n'avait jamais de belles après-midi. Ce qui fait que, en termes de nectar, les fleurs étaient, enfin, pas très, euh, n'ont pas fourni énormément de nectar, ce qui a limité un petit peu les apports pour les colonies. De l'autre côté, vous avez un graphe en bas à gauche qui fait un état des lieux des précipitations qu'on a pu avoir en 2024 sur Nantes et sur toute la Loire-Atlantique d'ailleurs. On a eu de l'eau toute la saison, c'est-à-dire que quand vous regardez la courbe en bleu clair, elle montre en fait les évolutions, enfin le nombre de jours qu'on a pu avoir de pluie sur notre département. Et c'est vrai que tout le printemps, on avait au moins une journée sur deux où de la pluie était présente, ce qui compliquait vraiment les conditions de butinage pour les colonies. Donc on a vraiment une saison très très compliquée et un démarrage de saison vraiment difficile pour les abeilles. Si on revient un peu sur notre apiculteur professionnel, faire un petit point de ses pratiques apicoles, des grandes lignes, forcément. On est sur un apiculteur qui a une gestion varroa qui est vraiment carrée. Clairement, sa gestion varroa repose majoritairement sur une bithérapie. Il suit un traitement estival conventionnel à base d'amitrase, c'était le traitement qu'il avait mis en place en 2023, et un traitement hivernal avec AMM à l'acide oxalique.
Donc, il est attentif à faire en sorte de faire sa bithérapie. Bon, par contre, ce qu'il voulait en mettre en place sur 2024, c'est de mettre en place une surveillance un peu plus poussée de l'infestation varroa, parce qu'il avait bien observé qu'il avait des soucis en fin de saison 2023, et la volonté d'améliorer peut-être sa lutte en y intégrant de la biotechnie. De l'autre côté, on est sur un apiculteur qui est vigilant au nourrissement de ses colonies et qui nourrit aux besoins avec un sirop du commerce, très rigoureux sur le sanitaire, c'est sur l'hygiène de son matériel, etc. C'est un matériel qui est nettoyé, désinfecté. Il utilise bah, soit le chalumeau, soit de la soude à chaud en fonction de ses besoins. Derrière, il est très vigilant aussi à suivre enfin, ses cires. Les cires sont produites en interne avec de la cire d'opercule. Les rotations sont rigoureuses avec une notation des cires sur les têtes de cadre. Donc de ce côté-là, on est plutôt bien placé. Et puis on a un renouvellement régulier des rennes avec plus de 50% des rennes qui sont de l'année. Par la suite, enfin, on va faire un petit zoom sur le rucher qui a déclenché l'appel de notre apiculteur. Donc, c'est un rucher, comme je vous disais, d'essaim. Donc, on est sur un rucher où on a 23 ruchettes d'Adam 4 qui sont présentes. On est en zone de marée, clairement en campagne. L'apiculteur cherche avec ses ruchers d'essaim en fait à faire une production de miel de Jussie en fin de saison, donc typique de chez nous, on va dire. Euh, c'est des essaims qui ont été constitués au démarrage du printemps, enfin, au démarrage du mois de mai. Il a créé ces essaims, il y est retourné 4 jours plus tard pour casser ses cellules et introduire des J10 euh, au niveau de ses colonies. C'est des souches enfin, c'est des cellules qu'il a élevées à partir de souches qu'il achète à des sélectionneurs qui sont reconnus. Sur le rucher, il y avait 3 souches différentes de rennes qui étaient présentes. À la conception, 24 jours après la conception, il met en place un traitement à base d'acide oxalique avec AMM au moment du contrôle de ponte pour bien nettoyer ses essaims contre varroa. Ça a été une saison très particulière et au vu des conditions de butinage limitées, l'apiculteur a fait 3 passages de sirop, ce qui est complètement inhabituel pour lui. Il m'a contacté justement au 3e passage de sirop suite à un problème d'anomalie du couvain. Et on a pu déclencher la visite finalement fin juin, en plein démarrage de la mielée de ronces. On a pu se caler une fois que les conditions météo le permettaient. Quand on est arrivé sur le rucher, sur l'examen clinique du rucher, on est donc sur un rucher enfin, qui n'était pas encore débroussaillé, mais ça c'était parce qu'en fait il attendait finalement bah, que les fécondations de ses reines se fassent, donc c'est quelque chose qui allait se faire. Les ruchettes étaient correctement entretenues, disposées sur des palettes où on pouvait observer 3 à 4 ruchettes. À l'ouverture des colonies, ce qui était sûr, c'est que le jour où on y allait, bah, on avait des bonnes conditions pour le butinage. On avait un butinage intensif des colonies et aucune anomalie détectée. On n'avait pas de mortalité détectée au pied des ruches, pas de comportements anormaux des abeilles, rien de particulier. Donc on est allé voir plus loin, c'était l'objectif un petit peu de la visite. On a ouvert les colonies. Là, on s'est rendu compte que les colonies étaient quand même populeuses et assez puissantes, c'est-à-dire que les colonies étaient sur 4 à 6 cadres en termes de population d'abeilles. On avait des réserves qui étaient satisfaisantes, en miel comme en pollen. On voyait une diversité de pollen qui était présente dans les colonies au moment de la visite. On était en pleine rentrée de nectar. La mielée était en cours. Les colonies étaient vraiment dynamiques. Donc, les colonies étaient très populeuses au point qu'on avait les abeilles qui étaient dans les nourrisseurs, faute de place. Aucune anomalie détectée concernant le comportement des abeilles ou des problématiques morphologiques. On a repéré une colonie bourdonneuse et une colonie en cours de rémérage, les abeilles qui avaient bah, malheureusement dégagé une reine qui avait été introduite. Donc, si on revient sur la problématique qui a motivé notre visite, bah, la problématique numéro un, c'était des anomalies du couvain. Là, je vous fais un petit bilan d'une des premières colonies, la colonie qui était la plus touchée, qui a vraiment été investiguée bah, dans le détail. À l'ouverture de la colonie, bah, forcément, on avait enfin, quelque chose qu'on ressent une fois de temps en temps, c'est une odeur nauséabonde, une odeur un peu atypique qu'on connaît, qu'on n'aime pas trop. Et quand on allait regarder dans le détail, on avait effectivement une atteinte du couvain. Là, vous avez une photo avec un couvain en mosaïque, vraiment pas joli du tout. Quand on allait chercher dans le détail de ce couvain mosaïque, on avait à la fois une atteinte du couvain ouvert et du couvain fermé. Sur le couvain ouvert, vous aviez des larves affaissées qui étaient de couleur modifiée, un peu jaunâtre, marronâtre, des écailles qui étaient séchées, présentes, mais qui n'étaient pas adhérentes aux cellules. Quand vous alliez chercher en fait dans le détail de ces écailles-là, on arrivait à les décoller facilement des cellules. On avait également une
une atteinte du couvain operculé. Là, vous le voyez bien sur les photos. On avait des cellules qui étaient parfois affaissées, percées, et à la désoperculation, on avait des larves qui étaient brunâtres et au test de l'allumette qui n'étaient pas filantes. Alors là, vous avez sur la photo une petite écaille qu'on arrivait à décrocher sur le couvain. Sur les autres colonies, on a repéré aussi des anomalies du couvain sur 7 autres colonies. Donc on avait des couvains qui étaient anormaux également, en mosaïque, avec des niveaux d'atteinte très variables, plus ou moins importants, quoi. Quand on regardait dans le détail, on n'avait pas la même chose que sur la colonie 2B. On avait plutôt des problématiques de couvain chaud à des degrés différents. Quand on regardait dans le détail, mais qu'on allait chercher à l'intérieur du couvain chaud ce qui s'y passait, on retrouvait parfois des larves ou des nymphes mal formées. Bon, parfois, on avait de la fausse teigne aussi qui était présente, mais on avait l'impression que les abeilles nettoyaient les cellules. Alors, c'est pas forcément évident sur toutes les photos de l'observer, mais on avait vraiment des nymphes qui n'étaient pas terminées et mal formées. Donc forcément, quand on fait un examen clinique des colonies, qu'est-ce qu'on va regarder derrière? On va regarder la pression varroa. Ça, c'est vraiment un malfaiteur très important pour nos colonies. Donc, c'est important systématiquement, quand on se pose des questions, c'est d'aller vérifier sa pression varroa. Alors vous pouvez le faire, vous le mettiez dans le sondage via des comptages sur l'ange. C'est hyper intéressant et très précis. C'est important d'en faire régulièrement pour s'assurer de la pression d'infestation de ces colonies. Moi, quand je suis sur une visite, il faut que je fasse un bilan à un instant T. Donc, on va faire des comptages de varroa phorétique. Là, on a fait donc 8 comptages sur le rucher. Au CO2, parce que c'est la technique, je trouve, la plus rapide quand vous êtes sur le rucher pour avoir un diagnostic assez rapidement. Sur les 8 comptages réalisés, ils étaient tous satisfaisants. On était avec 7 comptages avec 0% d'infestation et un comptage, on était à 0,65% d'infestation. Donc des résultats qui montraient une infestation varroa qui semble maîtrisée. Derrière, pour mieux comprendre en fait le cas clinique, parce on est sur un cas où on a plein de problématiques de couvain finalement sur un rucher, on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, on a fait des prélèvements sur plusieurs colonies, donc des prélèvements de couvain, des prélèvements d'abeilles, des prélèvements de nymphes mal formées pour les envoyer derrière au laboratoire. Donc, on a envoyé les analyses au laboratoire au LDA 39, qui nous a rendu, alors ça va s'afficher, des premières analyses sur le couvain. Forcément, c'est la colonie 2B qu'on a regardée en premier lieu. Vous devez vous en douter. Enfin, je vous ai donné tous les symptômes d'un cas de loque européenne. Mais on est vraiment sur une loque européenne un petit peu atypique quand même. Elle était vraiment méchante avec une atteinte du couvain operculé et vraiment un couvain qui était dans un état catastrophique. Donc, le laboratoire nous a confirmé que sur le couvain, on trouvait la loque européenne avec la présence de Melissococcus plutonus, donc la bactérie responsable, associée à Pinibacillus alvéi, qui a aggravé finalement la situation. Derrière, on a demandé au laboratoire de nous faire une analyse virale également pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ce rucher est parti dans cette situation catastrophique d'anomalie du couvain. On a détecté le virus de la cellule royale noire et le virus du couvain saxiforme. Alors, à des charges qui sont jugées comme non significatives, mais la problématique, c'est qu'on n'a pas vraiment de seuil qui soit vraiment validé sur les couvains. Donc, c'est un petit peu compliqué de pouvoir dire si c'est vraiment significatif ou pas. En tout cas, le virus des ailes déformées que vous connaissez bien, le variant DWVB, était très présent et était présent sur le seuil clinique admis. Quand on regardait sur les analyses qu'on a réalisées sur les abeilles d'intérieur asymptomatiques, là, on a trouvé du virus, encore des ailes déformées, avec une charge virale très importante. Vous voyez qu'on est à 10 puissance 11, donc on est vraiment au-delà du seuil clinique. Donc on est vraiment très haut. Et puis d'autres virus qui étaient présents, donc le DWV, mais le variant A, le virus de la cellule noire, et puis le virus du couvain saxiforme. On est quand même allé au-delà. On est allé chercher finalement des résultats sur les autres colonies, sur la colonie par exemple 5A. La 5A n'avait pas de signe clinique de loque européenne, mais on voyait que ça nettoyait. Enfin, on voyait qu'il s'était passé quelque chose. Le couvain était en mosaïque, mais on n'avait pas de larves affaissées comme on avait sur le cas de la colonie 2B. Donc là, le laboratoire nous a confirmé la présence de loque européenne. Donc Melissococcus plutonus a été détecté. Donc on est sur un portage qui semblait plus ou moins asymptomatique. On n'avait plus de signes cliniques de loque européenne, mais quand même un couvain mosaïque. Et puis derrière, des virus, donc le virus des ailes déformées, le virus du couvain saxiforme et le virus de la cellule royale noire, à des charges jugées comme non significatives, mais quand même présents et pas qu'à bas bruit.
Sur les abeilles d'intérieur asymptomatiques, là, on s'est retrouvé avec un virus des ailes déformées variant B à une charge très importante au niveau du seuil clinique, à 10 puissance 7, et le virus du couvain saxiforme, pareil, à 10 puissance 9. On a aussi détecté d'autres virus, mais présents à des charges moindres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur le rucher finalement? Bah, dans un premier temps, on a discuté avec l'apiculteur, on s'est dit l'urgence en tant que telle, c'est de transvaser peut-être la première colonie, la colonie de B. On l'a fait parce qu'on était au printemps, que la colonie était très populeuse. On avait les abeilles dans les nourrisseurs, donc on s'est dit ben, on tente le coup quand même de la transvaser, de faire un vrai transvasement sanitaire pour essayer de la sauver. Et de l'isoler un petit peu de tout le reste, enfin essayer d'isoler un petit peu le rucher pour limiter les risques de contamination à d'autres. Par la suite, une fois qu'on a reçu les résultats, on s'est dit, ben, on va aller un petit peu plus loin. On va transvaser les colonies les plus atteintes, celles qui avaient des couvains qui n'étaient pas jolis, pour faire en sorte de donner toutes les chances possibles au rucher de s'en sortir. On a demandé à l'apiculteur de maintenir une surveillance accrue du rucher. Donc, c'est-à-dire que tout au long de la saison, de se garder en tête, ce rucher-là, il a été atteint de loque européenne et à des pressions virales qui sont très présentes. Donc, il est important de faire en sorte de maintenir cette surveillance tout au long de la saison et de limiter finalement les mouvements de colonies. Enfin, on a carrément confiné le rucher, si vous voulez, pour éviter tous les mouvements d'entrée et de sortie et les risques de partage de microbes, on va dire, entre les différents ruchers. On a demandé à l'apiculteur de respecter le principe de la marche en avant, c'est-à-dire dans une marche en avant, ça veut dire qu'on va toujours du plus sain vers le plus malade. Donc, d'organiser ces visites pour faire en sorte de terminer par les colonies les plus atteintes. Donc, on a bien noté les ruches qui posaient problème pour faire en sorte de limiter les risques de contamination. Et de maintenir aussi une rigueur de nettoyage, désinfection des outils et des gants pour limiter les risques de contamination, que ce soit au sein même du rucher ou entre les différents ruchers. On n'a pas choisi de changer les rênes dans un premier temps. Le contexte climatique était très compliqué. On avait des charges virales, enfin, une pression bactérienne qui était présente, peut-être des carences en pollen en saison, enfin, pendant la saison, du fait de la météo compliquée, qui ont fait que bah, derrière, on s'est dit, on a eu tellement de stress pour nos colonies que bah, la loque européenne s'est peut-être exprimée aussi en lien avec ça. Et il a été choisi dans un premier temps de ne pas changer les rênes. L'apiculteur a même été un peu plus loin encore, hein, c'est-à-dire qu'à cet automne, afin de mettre les colonies dans les meilleures conditions, il a mis l'ensemble des colonies dans on va dire, des boîtes neuves et propres pour faire en sorte d'avoir une hygiène la plus rigoureuse possible. En tout cas, il n'y a eu aucune résurgence dans la saison. À l'automne, les colonies étaient prêtes pour l'hivernage et même certaines ont fait un peu de miel en saison du fait de la Jussie présente à proximité. Donc, pour conclure sur ce cas, on a eu une mielée de ronces finalement qui semble avoir plus ou moins été clémente et qui a permis de nettoyer entre guillemets les couvains. On est sur un cas, finalement, on s'est retrouvé avec une loque européenne atypique présente sur le rucher, euh, avec une atteinte clinique avérée pour une colonie et probablement bah, peut-être une atteinte clinique sur d'autres colonies, mais dans les semaines qui précédaient la visite. Donc elle semblait vraiment en train de gérer cette problématique de loque européenne et l'apiculteur a fait le nécessaire pour les aider. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de virus identifiés sur le rucher. On a quand même 5 virus sur 6 qui ont été recherchés et identifiés. Qu'on a des charges virales qui étaient parfois difficiles à interpréter suivant la matrice, mais des charges virales qui étaient parfois très élevées. Alors qu'on avait, enfin, sur ces virus, notamment le virus des ailes déformées, on avait une pression varroa maîtrisée, mais une pression virale non maîtrisée. C'est en ça que on peut peut-être avoir parfois des associations de malfaiteurs qui font que derrière, on peut avoir d'un seul coup trop de stress qui font que bah, la maladie va prendre le dessus. Et dans ce cas-là, entre les virus, les bactéries, carences alimentaires et le confinement présent du fait des conditions climatiques, bah, on avait peut-être un bon melting pot qui a fait que le rucher s'est retrouvé dans cette situation sanitaire catastrophique à un moment de l'année et a pu reprendre pour moi le dessus grâce aux actions de l'apiculteur. Donc, on a choisi de vous présenter aussi un deuxième cas. Parce que ce premier cas, si vous voulez, on avait une gestion varroa qui était maîtrisée, mais une gestion virale en lien avec varroa qui était quand même très présente. Donc c'est en ça que ça fait se poser quand même beaucoup de questions. Donc on s'est dit qu'on allait vous présenter un second cas sur une infestation varroa enfin, d'un apiculteur de loisirs où on a eu des difficultés à gérer la situation en saison.
Alors, ce second cas concerne une apicultrice de loisirs du département, qui est apicultrice depuis longtemps, donc c'est une apicultrice aguerrie, depuis 10 ans. Elle dépasse jamais 5 colonies, parce que c'est pour son activité, ses besoins personnels. Elle choisit de rester à une taille raisonnable, on va dire, pour assurer le suivi de ses colonies. Elle a un seul rucher qui est sédentaire, et c'est un rucher qui est en campagne, en zone polyculture élevage. Alors, pourquoi elle m'a contactée? Alors, je l'ai eu plusieurs fois au cours de la saison au téléphone. C'est une apicultrice qui avait en sortie d'hiver 2023-2024, qui avait 2 colonies qu'on a appelées R1 et R2. Donc déjà, au mois de juin, on s'était eu au téléphone parce que R1 n'avait plus d'abeilles. Il y avait une disparition d'abeilles. Alors, en lien avec quoi? En lien avec varroa, en lien avec un essaimage, en lien avec la météo. Là, compliqué de dire. En attendant, elle avait fait des comptages et à cette période-là, elle trouvait que les infestations étaient trop importantes. Donc, on avait dit qu'on allait anticiper le traitement d'été pour faire en sorte de gérer au plus vite la pression varroa. Elle a fait un traitement d'été à base de flumètrine et elle m'a appelé au cours de l'été pour me dire, attention, les varrois bougent sur les langes, je m'inquiète, est-ce que le traitement fonctionne correctement? Donc elle nous a envoyé des petites vidéos, enfin très rapidement, on lui a expliqué que les varrois étaient en train d'agoniser et que le traitement était en train de fonctionner vu qu'il y avait des centaines de varrois sur les langes. Par contre, elle m'a recontacté finalement au mois de septembre parce que post-traitement, on s'est retrouvé avec une infestation résiduelle post-traitement très importante qui l'inquiétait, donc on a souhaité déclencher une visite. Donc j'y suis allée le 24 septembre 2024. Pour vous faire un petit rappel des pratiques apicoles de l'apicultrice, on est sur des pratiques de gestion varroa assez standards et classiques de chez nous, c'est-à-dire qu'on est sur un traitement estival qui était conventionnel à base d'amitrase en 2023 et qu'elle était sur une année d'alternance comme tout le département, d'ailleurs toute la région, en 2024 avec un traitement avec AMM à base de flumètrine. Elle fait un rattrapage hivernal à base d'acide oxalique avec AMM et cette année-là, elle l'avait peut-être fait un petit peu tardivement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très rigoureuse dans son suivi varrois avec des comptages varrois très réguliers. Elle pèse régulièrement ses colonies, elle nourrit aux besoins et aux petits soins pour ses abeilles. Elle gère ses cires de façon complètement satisfaisante. Elle achète des cires du commerce qu'elle renouvelle, enfin, elle renouvelle 2 à 3 cadres de cires neuves d'opercules tous les ans dans ses colonies. Elle note bien les années sur ses têtes de cadre et l'hygiène du matériel utilisé pour les ruches est vraiment rigoureux. On est vraiment sur des pratiques apicoles bien maîtrisées. Le jour de la visite, donc on y va, on est sur un rucher et une ruche qui sont très bien entretenus, comme je le disais. Euh, le jour de la visite, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un champ de moutarde juste en fleurs, juste vraiment derrière le rucher. Donc, du coup, il y a une grosse activité de butinage, il fait beau et enfin, je vous le montrerai après, les abeilles rentraient du nectar. Il y a une grosse activité de butinage présente sur la colonie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que bah, les soins au rucher sont vraiment importants. L'apicultrice dispose sa ruche, enfin ses ruches habituellement, mais là, elle n'en avait plus qu'une sur des parpaings. Et vous avez un système de bâches qui est présent devant chaque ruche pour faire en sorte d'observer correctement ses colonies. Et c'est balayé très régulièrement à chacune de ces visites pour pouvoir observer correctement. Si elle ne faisait pas ça, je pense que jamais on aurait détecté 3 abeilles aux ailes déformées au pied de la ruche. Il n'y en avait vraiment que 3. Donc avant ouverture, une grosse activité de butinage et 3 abeilles mortes aux ailes déformées au pied de la ruche. Tchac, j'essaye de faire passer, ça traîne un petit peu. Ça y est, ça vient. Donc ça traîne. À l'ouverture de la colonie, on est sur une colonie qui est très populeuse. Je vous rappelle qu'on est le 24 septembre. Donc on est en fin de saison. On est fin septembre chez nous. On commence déjà à hiverner les colonies. On a une colonie qui est populeuse et qui est sur 10 cadres. C'est une reine qui m'est signalée de 2023 par l'apicultrice. On a des réserves en pollen et en miel qui sont satisfaisantes, hein. On a du miel sur les cadres de rive comme autour du couvain. On a des rentrées de nectar qui sont en cours, on le voit sur la photo. Dès lors qu'il y a un trou quelque part, elles y mettent du nectar. Aucune anomalie des abeilles d'intérieur. On a quand même pour la fin septembre 2024 8 cadres de couvain.
et 8 jolis cadres de couvain. Enfin, 8 jolis cadres avec de belles anomalies aussi, comme vous avez pu le voir, parce qu'on se retrouve avec un couvain qui est complètement mosaïque. Tous les cadres sont atteints. Donc, comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'aller pousser les choses un peu plus loin, c'est de se dire pourquoi le couvain il n'est pas joli. Est-ce qu'on est sur une atteinte du couvain ouvert, du couvain fermé? Et là, on était sur une atteinte du couvain fermé. Le couvain ouvert ne présentait aucune anomalie. Quand on regarde dans le détail le couvain fermé, donc le couvain operculé, il est parfois affaissé, comme vous pouvez le voir, percé. On observe aussi du couvain chauve, du couvain saxiforme. Et quand on va désoperculer les cellules, on trouve des nymphes atrophiées ou mal formées, des ailes atrophiées et des abeilles mortes. Quelques abeilles mortes, hein, il y en avait moins de 5 dans la colonie, mortes, la langue tirée, donc complètement abandonnées par le reste de la colonie. Donc forcément, on suspecte un petit peu, on se dit qu'il y a peut-être une pression varroa un petit peu élevée. On fait des comptages, là, une nouvelle fois, de varroa phorétique, hein. Je suis à un instant T sur le rucher, donc forcément, bah, il me faut un diagnostic en temps réel pour savoir un petit peu où on en est en termes de pression varroa. Je fais 2 comptages pour être sûr de mon coup, je vérifie et je fais 2 comptages CO2. Donc, premier coup, je trouve 3 varrois pour 37 grammes d'abeilles et la deuxième fois, 4 varrois pour 38 grammes d'abeilles. Ce qui fait qu'on est entre 1,6 et 2 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc, on est sur le seuil d'alerte qui fait qu'il faut se poser des questions sur quelles actions mettre en place pour gérer varroa rapidement. On fait des prélèvements de couvain et d'abeilles d'intérieur comme tout à l'heure. Alors, les analyses, malheureusement, je n'ai pas encore les résultats à vous donner. La neige de la semaine dernière a fait que les analyses ont un petit peu traîné pour arriver au laboratoire. Donc, on espère avoir les résultats prochainement, mais on sait très bien à quoi s'attendre. On sait très bien qu'on va retrouver probablement, alors, c'est du virus des ailes déformées, du coup, un saxiforme, mais en tout cas, ça serait important de le vérifier via les analyses de laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le rucher? Je vous ai dit, bah, on est sur le seuil d'alerte. On est sur une colonie qui a quand même 8 cadres de couvain. Donc, autant vous dire qu'il y a plein de varrois qui sont bien au chaud dans le couvain et que ce que nous, on détecte, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui reste. Donc, malgré la gestion de l'apicultrice, le traitement d'été, eh ben, on est pour moi sur le seuil d'alerte et il faut absolument maîtriser rapidement la pression varroa. Donc, il a été décidé de mettre en place un traitement flash en rattrapage parce qu'on est en fin de saison, on est fin septembre et on est en pleine création de nos abeilles d'hiver et on veut faire en sorte de gérer au plus rapidement possible la pression varroa sur la colonie. Pour vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé au cours de la saison. On est sur une apicultrice quand même qui a un suivi très important, c'est-à-dire qu'elle nous a fait quand même quasiment 40 jours de comptage varroa sur toute sa saison. Donc c'est une apicultrice qui est sérieuse et qui veut vraiment s'assurer que le varroa est correctement géré sur son rucher. Elle a fait l'année dernière, je vous disais, 12 semaines d'amitrase, hein, donc du mois d'août au mois de novembre 2023. Après, par la suite, suite à des comptages qui étaient peut-être un petit peu trop élevés quand même, le 22 janvier, elle choisit de faire une bithérapie et un traitement, enfin, un traitement à l'acide oxalique avec AMM. Il était peut-être un peu tardif ce traitement. En général, chez nous, il est fait plutôt vers la mi-décembre, fin décembre. Elle fait des comptages mi-mars. Alors, je vous ai mis les moyennes de comptage journaliers juste en dessous. Donc, on est sur les comptages sur l'ange. Sur les 2 colonies qu'elle avait en sortie d'hiver, on a R1, donc celle qui est morte au mois de juin, qui était à 6,5, et R2 qui était à 17,5. Varroa journalier en chute. C'est très important pour la saison, hein. Donc, du coup, il faut forcément essayer de réfléchir à une mesure de gestion pour limiter cette pression varroa. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de faire plusieurs passages d'un produit à base d'acide oxalique et d'acide formique, de mettre en place du retrait de couvain mâle. Alors, elle a pu le faire qu'une fois sur la saison parce que la saison a voulu que les abeilles n'élèvent pas tant de mâles que ça. Plus, elle a décidé de diviser la colonie R2 et de faire un gros essaim pour essayer de limiter la pression varroa sur cette colonie-là. Elle refait un comptage au mois de juin, au moment de l'effondrement enfin, ou de la disparition ou de la désertion de R1. On était à quand même 35 varrois journaliers, d'où la mise en place d'un traitement d'été précoce pour faire en sorte de limiter au plus vite la pression varroa. Donc je lui demande quand même de vérifier, on était sur une année d'alternance, de vérifier que les chutes de varroa se passaient correctement. Elle a fait des comptages toutes les 2 semaines pendant plusieurs jours. On était sur une première semaine avec 310 varrois journaliers qui chutaient.
Donc, c'est pas trop mal. Je pense que le traitement fonctionnait quand même plutôt bien. La deuxième série de comptage, on était à 131. On pourrait se dire, bah tiens, ça diminue en pression, mais ce que m'a signalé l'apicultrice, c'est que les lanières, il y en a deux qui étaient tombées sur les quatre en place. Donc, comme quoi, faire attention à la position des lanières, ça peut avoir un impact très important sur le traitement de vos colonies. Le dernier comptage en cours de traitement, on était à 278 varrois journaliers. Donc, autant vous dire que la pression initiale de la colonie était monumentale. Ce qui fait que quand on est venu le 24 septembre, bah, on était à peu près à 2 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Bah, c'est peut-être pas parce que notre traitement d'été n'a pas fonctionné. C'est déjà qu'on était sur un traitement d'été qui était court par rapport au traitement habituel, mais surtout qu'on avait certainement une pression d'infestation initiale, enfin, dès le printemps, qui n'était pas maîtrisée du tout. Et du coup, on s'est retrouvé à ramer avec une pression varroa toute la saison qui a été importante. À la suite, moi, je vous ai dit qu'on avait fait un traitement de rattrapage à l'acide formique sur une semaine. Et puis, en octobre, on s'est retrouvé à 1,5 varrois journalier. Donc, autant vous dire qu'on va quand même faire un traitement de rattrapage, mais qu'on retourne sur quelque chose qui a un chouïa plus raisonnable, même si on est au-dessus des normes. Donc, autant vous dire qu'on est parti sur une pression varroa qui était au-dessus des seuils tout au long de la saison, malgré toutes les interventions mises en place. Pour moi, la principale chose qu'il faut retenir, c'est que bah, c'est l'importance d'un traitement hivernal bien réalisé et bien maîtrisé. Si votre traitement il est en présence de couvain, qu'il est trop tôt ou trop tard, clairement, il ne fonctionnera pas. Parce que les varrois sont bien cachés au chaud dans le couvain et du coup que votre action finalement n'aura pas un direct impact sur les varrois présents à l'intérieur du couvain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pose problème, surtout aujourd'hui où on se rend compte que bah, on a de plus en plus des hivers qui sont doux et finalement peut-être des colonies qui pondent toute l'année et des ruptures de ponte qui ne sont pas forcément là. Donc aussi peut-être se dire qu'il faut aussi adapter, on voit qu'il y a eu des médicaments de fait, qu'il y a eu des actions qui ont été faites, mais il faut peut-être adapter aussi la lutte en fonction du niveau d'infestation. En début de saison, une infestation trop élevée, ben, peut-être qu'il aurait fallu rajouter de la biotechnie un peu plus costaud, on va dire, vraiment créer une vraie rupture de ponte, un retrait de couvain intégral, enfin faire en sorte de créer cette rupture de ponte pour pouvoir faire un traitement un peu plus costaud et limiter dès le début l'infestation varroa qui s'est emballée. Donc la lutte est peut-être aussi à adapter suivant le niveau d'infestation pour faire en sorte bah, de gérer cette croissance exponentielle des varrois. Et on était également sur une saison pour moi qui était très atypique. Elle n'a pas produit, alors peut-être en lien avec le varroa, peut-être en lien avec la saison. Il n'y a pas eu de production de miel, mais il y a aussi eu des apports de sucre conséquents. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 9 kilos de sucre, sirop, candy apportés à cette colonie-là, la colonie R2, sur la saison, pour faire en sorte de la maintenir à un poids raisonnable. Donc, autant vous dire qu'on l'a stimulée toute la saison. Donc, elle n'a pas été carencée, si vous voulez, en sucre, mais elle a continué à multiplier le couvain et du coup, multiplier les varrois. Donc, on était vraiment sur une saison qui était compliquée à gérer tout au long tout au long de l'année. Pour faire une petite conclusion générale par rapport à ces deux cas, Raïm vous l'a dit tout à l'heure, on a plein de facteurs de stress qui embêtent nos colonies d'abeilles, que ce soit notre parasite varroa, là, qui est vraiment l'ennemi biologique numéro un de notre abeille quand même, plus les virus qui sont associés, les bactéries, les conditions climatiques difficiles, la disponibilité en nectar. On a vraiment énormément de facteurs de stress aujourd'hui qui impactent nos colonies d'abeilles. Et de l'autre côté, nous, en tant qu'apiculteurs, ben, on a un rôle, c'est d'essayer de faire en sorte de mettre des colonies qui soient les plus fortes possibles en face pour faire face à tous ces facteurs de stress. Et la maladie, souvent, elle arrive quand il y a rupture d'équilibre. Là, je vous ai mis une petite photo en bas à droite. C'est une photo tout simplement de sortie d'hiver, d'une colonie qui est effondrée. Et puis, parfois, nous, on arrive en tant que veto à trouver ce genre de situation. C'est une colonie qui a fini de s'effondrer en lien avec le varroa, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est important d'essayer de comprendre très tôt ce qui se passe dans les colonies pour faire en sorte de mettre en place les mesures adaptées, parce que sinon, souvent, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des mortalités hivernales, avec des colonies qui finissent par se dépeupler et notre varroa finit le travail et l'effondrement est là. Du coup, je vous remercie de votre attention. Je te laisse conclure peut-être, Raïm. Merci Caroline. Oui, c'est juste, enfin, tu as tout dit via ces deux cas cliniques qu'on a vus et qu'au final,
que l'on soit professionnel ou de loisir, on fait face aux mêmes problématiques. Les abeilles vivent et évoluent dans le même environnement, ce qui fait qu'au final, on est amené particulièrement à gérer le même type de problématique. Donc, effectivement, la gestion sanitaire des colonies, c'est premièrement limiter les associations de malfaiteurs. C'est que plus on intervient en amont, moins on aura d'impact sur nos colonies et sur la santé de ces colonies-là. Aider les abeilles et les colonies à passer une période de stress, c'est ce qui a été illustré juste à la slide d'avant, c'est justement comment amener les abeilles à ne pas avoir cet équilibre qui va se rompre et qui, au final, va conduire à des dégâts irrémédiables et surtout, quelque part, à un effondrement en période de disette, donc en hiver. Ne pas hésiter à faire un appel à un professionnel de santé, donc que ce soit un TSA ou un vétérinaire. Je pense qu'un regard externe ne peut amener qu'un bien à l'apiculteur et l'aider justement dans l'orientation, dans le suivi et dans un certain nombre de mesures qu'on pourrait mettre en place. L'importance d'une maîtrise des infestations varroa tout au long de la saison, c'est ce qui, surtout sur le deuxième cas, c'est que malheureusement, il en résulte que, il y a eu une période très particulière cette année et on est amené à des taux d'infestation très importants en fin de saison, donc pour le traitement d'été, même si le traitement a bien fonctionné, a donné de bons résultats. L'impact de la présence de varroa et son impact sur l'évolution de la colonie était très important, même après sa maîtrise. Donc, c'est ce qui a été illustré sur le premier cas avec le portage viral et la significativité sur le portage viral. Pour finir sur cette discussion-là, c'est que malheureusement, les schémas sur le plan environnemental et climatique ne cessent de changer. Donc, une bonne stratégie ou adopter une bonne stratégie de lutte restera toujours la clé d'une excellente gestion, que ce soit pas uniquement sur le plan sanitaire, mais tout aussi sur les pratiques apicoles, les pratiques zootechniques. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un élevage et sur une gestion d'élevage. Donc, les mesures zootechniques qu'on peut prendre sont tout aussi importantes que les mesures sanitaires et traitements qu'on va mettre en place. Et je pense que je vais finir là-dessus parce que je vois qu'il est déjà 44. Sur la slide suivante, je pense qu'il y a deux petits QR codes que mes collègues ont mis en place. N'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter. Donc, il y a pas mal de cas cliniques qu'on publie aussi, donc qui nous viennent d'autres pays, pas uniquement en France. On essaie de diversifier justement les climats et les conditions. Et à côté de ça, donc pour la lutte intégrée, vous pouvez aussi aller voir le guide et aussi les vidéos qui sont disponibles. Et merci encore à Caroline. Je pense qu'on va commencer par les questions. Je crois qu'il y en a pas mal. Je vais essayer d'en prendre. Peut-être mes collègues pourraient aussi m'aider. Euh, alors, euh, je vais essayer de prendre les cas cliniques. Alors, c'est une question d'Arnaud Hendrix. Alors, Monsieur Hendrix, il dit dans le deuxième cas, quel produit commercial acide formique sur une semaine a-t-il employé? Ok, j'ai peut-être pris la mauvaise question. Je pense que tu pourras répondre éventuellement à Caroline. Il y a pas de mal à ça. D'accord. Bah, c'était du Formic Pro. Ok. Euh, je vais en On prendre n'était que une sur des autre. traitements systématiquement, tous les traitements. Enfin, Ok. on a la chance d'avoir des apiculteurs qui sont euh, qui sont bien fédérés par le PSE départemental. Et du coup, c'est vrai que la grande majorité des apiculteurs, c'est tout, enfin, des traitements avec AMM qui sont sur le marché, quoi, qui sont utilisés. Mhm. Alors, c'est une question d'Étienne Calais, donc le docteur Calais. Carence en acide aminé, pollen de mauvaise qualité début 2024. Donc, c'est Alors, une c'est une bonne question. question.
Ouais, c'est une Oui, très très bonne question. oui. Je me suis effectivement posé la question. Moi, je suis arrivée sur le premier cas, à mon avis, 15 jours après la bataille, entre le moment où l'apiculteur l'a détecté et le moment où on a été en capacité de faire la visite du fait des conditions météo. Ce que j'ai pu remarquer sur d'autres colonies, mais pas sur ce rucher-là, c'était pas le cas. Je vous l'ai bien dit, hein. Pour moi, il y avait une diversité de pollen quand je suis allée faire la visite. Mais ce que j'ai vu dans d'autres cas cette année, c'est que j'avais l'impression qu'on avait du pollen, qu'on n'avait pas de carence en pollen, mais qu'on avait un problème de diversité de pollen. Donc ça m'étonnerait pas effectivement que oui, enfin je l'avais mis sur la slide de bilan, qu'on ait eu à un moment donné pas forcément une carence en quantité de pollen, mais peut-être en qualité. Donc, c'est effectivement une très bonne question. La difficulté, c'est de faire un examen clinique à un instant T sans avoir forcément tout l'historique et de pouvoir mesurer cette carence-là en diversité. Ça, c'est assez compliqué. Ok. Une autre question dans le groupe le GDS Sartre. Comment faites-vous l'hiver pour vous assurer de l'absence du couvain avant traitement à l'acide oxalique? Eh ben, malheureusement, il n'y a pas 36 Oui. solutions. Faut ouvrir. Il faut aller regarder, effectivement. Des fois, il reste pas grand-chose, hein. Il reste juste un tout petit noyau de couvain, mais autant vous dire que tous les varrois, ils sont bien au chaud à l'intérieur. Alors, soit on reporte le traitement, soit de plus en plus, on a des groupes de professionnels, notamment sur la région Pays de Loire, qui réfléchissent à encager à l'automne, hein, pour faire en sorte de créer cette rupture de ponte et être sûr de l'avoir. Et sinon, après, quand vous avez que quelques colonies, il est toujours possible de griffer les trois quatre cellules, enfin le petit noyau de cellules qui est présent avec un petit peu de couvain. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, ça nécessite effectivement d'aller vraiment ouvrir les colonies. C'est pas Alors, simple, j'avoue. Le réchauffement climatique complique un petit peu la donne. Mais je pense que certaines régions, plus dans le sud de la France, doivent avoir l'habitude peut-être d'encager les rennes en période hivernale, enfin automnale, hivernale. Je pense que c'est une pratique sur laquelle les apiculteurs professionnels de notre région commencent à vraiment réfléchir du fait de ce réchauffement climatique. oui, sur même des périodes assez longues, si on voit l'exemple en Italie, par exemple, qui encage sur plusieurs mois parfois. Alors, une autre question, Marie-Hélène Majot. Donc, Madame Majot, elle dit pourquoi ne pas suggérer un changement de génétique? Alors, on avait trois génétiques différentes sur le rucher, en fait, sur le coup. Et on avait tellement de problématiques un peu partout sur le rucher qu'on n'avait pas identifié une problématique particulière. On avait un souci sur le rucher alors que d'autres ruchers se portaient bien avec les mêmes génétiques. Donc, dans un premier temps, on s'est dit on se concentre sur le sanitaire, sur l'hygiène, et on verra si on change la génétique à suivre. Ce qui s'est passé, c'est que on a confiné le rucher, on a mis en place les mesures de gestion et au final, enfin, elles ont quand même très vite tout nettoyé. Donc on se dit que c'était quand même pas de la génétique si nulle que ça. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que l'apiculteur l'a gardé en tête, les colonies sont tracées et elles sont confinées, on s'est dit jusqu'au printemps prochain pour être sûr de ne pas avoir de résurgence à revenir, quoi. Mais effectivement, la question s'est posée. Il y avait tellement de problématiques sur ce rucher-là à un instant T que ça n'a pas été la priorité retenue. Mais oui, dans un cas normal, vous avez une colonie atteinte de loque européenne, et ben la priorité, effectivement, c'est de changer la génétique pour une génétique un peu plus, un peu moins sensible. Ce qui est sûr, c'est que la loque européenne était vraiment présente sur tout le rucher à bas bruit. Donc, au final, enfin, c'était changer les 23 rennes, c'était assez compliqué sur l'instant. Je prends aussi une autre question. Je suis désolé, il y en a tellement de questions. J'essaie de répondre au maximum. Le cas numéro 2, ça laisse penser à une résistance de varroa à la mitraze. Ah non, pas du tout. Non, non, on est sur une apicultrice qui suit tous les ans ces infestations. Elle avait traité en 2023 à la mitraze. Elle avait fait son traitement hivernal. On est sorti de l'hiver, si vous voulez, avec effectivement 5 varrois phorétiques, 5 varrois sur l'ange par jour, donc c'est beaucoup trop. Pour moi, la problématique numéro un, si vous voulez, c'est que on a du couvain qui est présent maintenant à l'automne jusque tard, qui redémarre très tôt en saison. Donc on multiplie les varrois et un seul traitement est insuffisant. L'abithérapie apporte, si vous voulez,
quelque chose en plus, mais je pense qu'en fait, elle avait été mal mise en place cette année-là, parce que le traitement avait été trop tardif du fait de problèmes de disponibilité de l'apicultrice. Pour moi, c'était plus ça. Franchement, si la mitraz fonctionnait pas, les colonies, elles auraient été effondrées au cours de l'hiver, quoi. Non, on n'a pas de souci, enfin, particulier de résistance par chez nous, par chance. Ça va commencer à venir, j'imagine, mais c'était pas suspecté dans l'immédiat sur ce rucher-là, en tout cas. Ok, je vais prendre une autre question. Je vais essayer de la lire jusqu'à la fin. Donc, il y en a un, deux, trois questions dedans. Alors, bonjour, j'ai rencontré exactement les mêmes problèmes avec que votre premier cas, à l'exception de la leucorrhea sur plusieurs colonies. J'applique également le même traitement contre varroa, mitraz après récolte et acide oxalique fin décembre. Début septembre, certaines colonies se sont effondrées. Les comptages varroa ont révélé un taux d'infestation bien trop élevé. J'ai donc retiré tous les cadres de couvain et effectué un passage à l'acide oxalique. Aujourd'hui, toutes ces colonies ont retrouvé une bonne forme. Cependant, je me pose plusieurs questions. Donc la première, à quoi servent tous ces traitements très coûteux s'ils s'avèrent tous inefficaces? Donc il y a l'ensemble des produits commerciaux, donc Apivar, Bevarol, Apistan. Concernant les comptages, c'est envisageable avec une dizaine de ruches, mais comment procéder lorsque l'on gère 100 ou 150 colonies? Donc le cas d'un apiculteur professionnel. Et puis la dernière question, on m'a conseillé de retirer les couvains de mâles au printemps, donc 4 passages tous les 15 jours. Cette méthode est-elle réellement efficace, surtout au vu du temps que cela demande? Du coup, sur les traitements qui sont jugés inefficaces et ils sont pas inefficaces, je pense que c'est juste que quand on atteint certains niveaux d'infestation qui sont trop élevés, à un moment donné, faut pas compter que sur le médicament. C'est ce que concluait Raïm tout à l'heure. Clairement, on a un souci aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que dès lors que les infestations sont complètement non maîtrisées, qu'elles sont vraiment trop importantes, et ben, les colonies n'arrivent plus du tout, malgré les traitements, à gérer l'infestation. Donc au final, c'est en ça qu'on disait, enfin, il faut une infestation qui soit maîtrisée tout au long de la saison, sinon les médicaments, vous aurez beau les faire, et ben on n'y arrivera pas, il restera toujours une infestation résiduelle trop importante. Faut savoir que quand vous avez 4 000, 5 000, voire 10 000, on a eu des cas où on avait 10 000 varrois dans les colonies de chuter suite à un traitement d'été. Bah clairement, enfin, ça veut dire que, enfin, on est allé beaucoup trop haut en termes d'infestation et que c'est pas les médicaments qui vont résoudre votre problème. Pour moi, il faut vraiment qu'on le raisonne dans une gestion intégrée, comme le disait Raïm tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à avoir une surveillance plus poussée. Vous le disiez tout à l'heure, hein, vous aviez 100, 150 colonies et que les comptages, c'est compliqué. Et bah, ça se met en place, ça s'organise. On a de plus en plus d'apiculteurs pros qui en font régulièrement parce que on a besoin de cet outil de surveillance. La surveillance visuelle, elle est clairement pas suffisante aujourd'hui. On a besoin d'aller au-delà. Et on a quand même des pros aujourd'hui qui nous font des comptages tout au long de la saison. Ils arrivent à l'intégrer dans leur visite. Moi, pour info, j'ai à peu près 150 colonies aujourd'hui. Et bah, j'ai dû faire allez, 80 comptages au printemps, enfin en sortie de printemps. Et cet automne, j'ai essayé d'en faire tout autant. J'en ai fait un petit peu moins parce que les conditions météo étaient compliquées, mais j'en ai fait quand même pas mal sur mes colonies pour m'assurer que mes ruchers arrivaient à, à des seuils, enfin des taux raisonnables. Je pense que ça s'organise et ce qui est intéressant, je trouve qu'on a de la chance en région Pays de Loire, c'est qu'on a quand même pas mal de pros qui se sont mis autour de la table pour réfléchir à ces questions de biotechnie et de surveillance. Et bah, je pense que quand on se met tous autour de la table, on arrive toujours à trouver des solutions pour mettre en place les choses. Sur la question du couvain mâle, je pense que le couvain mâle enfin le piégeage ne fait pas de mal. Mais pour moi, c'est pas un vrai traitement. Enfin, ce que je disais sur le cas numéro 2, euh, je pense que moi, je me serais pas embêtée avec ce cas numéro 2. En démarrage de saison, j'aurais eu une infestation trop élevée, j'aurais fait un retrait de couvain intégral. Ce que je disais tout à l'heure, c'est retirer carrément tout le couvain pour faire en sorte d'avoir un traitement qui fonctionne. La difficulté qu'on a, hein, c'est qu'on a des traitements qui fonctionnent majoritairement sur les varrois en phase de phorésie. Et le souci, c'est que bah, quand il y a du couvain, autant vous dire que la quasi-majorité des varrois sont bien cachés au chaud dans le couvain. Donc, il va falloir qu'on arrête de compter uniquement sur le médicament. Malheureusement, il faut qu'on soit plus astucieux que ça et qu'on arrive à mettre en place
davantage de zootechnie dans les ruchers pour limiter la croissance exponentielle des varrois. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Normalement, oui. Alors, je pense qu'on a survolé les trois questions. Je ne sais pas si monsieur est encore derrière. Si oui, il peut rajouter éventuellement d'autres informations s'il le souhaite. Il est déjà 57. Je vais en prendre deux, trois autres questions. Donc, est-ce que l'apport de sirop en trop grande quantité peut impacter la qualité de l'apport nutritif de la ruche et ainsi avoir un impact négatif sur les seins? Euh, je pense que l'apport de sirop, c'est des sucres, enfin, c'est des sucres simples que l'abeille utilise. Donc, à mon avis, il vaut mieux en apporter que qu'elle soit carencée et en sous-nutrition. Donc, non, je vois pas particulièrement de soucis par rapport à ça. Tout ce qu'il faut faire attention avec, c'est la qualité de vos sirops, c'est qu'il n'y ait pas trop de HMF, faire attention que ce soit des sucres simples, regarder la composition des sirops que vous utilisez, quoi. Après, sur le cas de tout à l'heure, je pensais aussi, hein, n'hésitez pas à faire systématiquement appel à quelqu'un d'extérieur. Vous avez des réseaux sanitaires qui existent dans vos départements, les GDSA, les TSA, les vétos. On est là pour apporter un œil extérieur, si vous voulez, parce que parfois on est noyé sur un cas, sur une problématique. Bah, il ne faut pas hésiter à vous retourner systématiquement vers quelqu'un d'extérieur qui pourra peut-être avoir un œil nouveau. Alors, dans le cas d'un encagement hivernal sur 2 mois, décembre-janvier, il n'y a pas trop de rejet de reine au décagement. C'est un risque. Euh, Alors, je peux pas vous donner mon expérience personnelle parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau chez nous et du coup, enfin, j'ai pas encore de pratique de ce côté-là. Ce que je peux vous dire, c'est que d'en avoir entendu parler par des ADA où c'est pratiqué pas mal dans le sud de la France, c'était pas une problématique qui avait l'air de les inquiéter. Plus que ça. On a plus, à mon avis, de problématiques de décagement sur l'été que en sortie d'hiver, je pense. Mais après, j'ai pas assez de recul, malheureusement, je peux pas vous donner mon avis, un avis plus poussé parce que j'ai pas assez d'expérience dans le domaine. on prendrait peut-être une dernière question et on s'arrêtera malheureusement ici parce que là, je vois qu'on va dépasser 1 heure de webinaire. Les traitements MM ont-ils une obligation de soins ou de résultats? Bien sûr que oui. Je vais peut-être donner essayer de répondre et puis Caroline de compléter s'il le faut. Bien sûr que oui. Après, les traitements autorisés par les différentes les agences, il faut savoir qu'ils obéissent quand même à un certain nombre de guidelines. Ils répondent à un certain nombre d'exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité. Donc, tout ça est soumis aux différentes agences. Et derrière, malheureusement, comme ce que vient de dire aussi Caroline, c'est toutes les conditions qui sont autour de la mise en place de ces traitements. Donc, effectivement, la résistance peut être une hypothèse parmi d'autres, faut-il encore qu'elle soit confirmée ou infirmée. Et ça, c'est le résultat d'un certain mésusage des médicaments qui existaient et d'autres alternatives. Les conditions climatiques et météo qui peuvent s'ajouter à ce contexte, donc comme comme le deuxième cas qu'on avait eu, c'est que malheureusement, à fin septembre, on se retrouve avec 8 cadres de couvain. Il faut savoir couvain égale infestation. Donc, quand bien même le traitement il va donner de bons résultats à 95%, les 5% resteront quand même assez élevés et pourront cependant se reproduire et avoir encore plus d'effets une fois le traitement a été retiré. Donc, effectivement, il y a cette obligation de soins et de résultats, mais malheureusement, on ne peut pas contrôler les conditions et le contexte dans lequel ils sont mis. Donc, c'est pour ça que l'association de zootechnie et l'association d'une bonne gestion et de bonne stratégie de lutte contre varroa et de conduite de rucher, bon,
seule cette adoption de ces stratégies qui vont mener à un bon résultat en fin d'année. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne sais pas si Caroline, tu souhaites rajouter quelque chose. Je peux juste dire qu'on n'est pas sur un cas qu'on a remonté en pharmacovigilance, par exemple. On est sur un cas où clairement les traitements ont fonctionné. On a eu des chutes de varroa associées aux médicaments, parce qu'on a une apicultrice qui nous a fait des comptages en plein traitement. Donc, c'est des centaines de varrois qui sont tombés systématiquement quand on mettait les traitements. On a eu une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, à un moment donné, les chutes ont baissé un petit peu, mais finalement, quand l'apicultrice a ouvert, eh ben, elle s'est rendue compte que finalement, pendant 2 semaines, il y avait 2 lanières sur 4 qui étaient tombées en bas de la ruche. Des fois, c'est tout simplement que c'est des produits qui fonctionnent par contact, hein, les lanières. Donc, si les abeilles ne sont pas au contact des lanières, forcément, les varrois ne vont pas être impactés. Donc, clairement, quand vous avez des suspicions de problématiques de résistance de varroa à des traitements, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire de PSE parce qu'il faut l'investiguer et si c'est un vrai cas de pharmacovigilance, il faut qu'on les remonte parce que ça permet de faire le point et de savoir où on en est et d'avoir des avis aussi de spécialistes dans le domaine pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais souvent, on se rend compte finalement qu'on n'est pas systématiquement sur des problématiques de résistance. On le suspecte quelquefois, mais souvent on se rend compte aussi qu'il y a d'autres problématiques en lien avec l'utilisation du médicament ou des infestations de départ qui sont trop élevées, qui font que on est dans une situation où le médicament seul ne peut pas être suffisant. Et ça, pour moi, il faut qu'on arrive à le compenser par de la pratique apicole. Une toute dernière, si vous nous le permettez, bien sûr. Quel serait le bon comportement à adopter au printemps pour réduire la pression du varroa et éviter qu'elle ne devienne trop importante en été? C'est une question très importante, c'est pour ça que je voulais la finir sur ça aussi. Toutes les questions sont très importantes et très intéressantes, mais malheureusement, on ne pourra pas les, toutes les traiter. Je t'en prie, Caroline. Alors, c'est compliqué de vous répondre. Enfin, je pense que je vous l'ai plus ou moins dit tout à l'heure. Pour moi, si vous avez une infestation qui est hors norme au printemps, il faut vous dire que si vous faites pas quelque chose tout de suite de radical, la saison, de toute façon, elle va être compromis. Compromis pour le miel, mais compromis pour la santé de vos colonies aussi. Donc, j'ai tendance à me dire de plus en plus que des fois, hein, il faut un retrait de couvain intégral. Pourquoi pas faire des essais en fait avec, en profiter. Alors, c'est bien quand on a une mielée à côté, hein, parce que c'est plus facile pour que la colonie redémarre. Donc, réduire finalement la colonie à un paquet d'abeilles pour faire en sorte de mettre tous les varrois encore présents en phase de phorésie et gérer derrière avec un traitement flash type avec AMM, avec de l'acide oxalique, ou faire enfin, une rupture. Enfin, si vous voulez, le principe, c'est de faire en sorte de ne plus avoir de couvain. Donc, pour faire en sorte d'avoir un traitement qui puisse être efficace. Pour moi, c'est vraiment la solution la plus intéressante pour gérer nos problématiques varrois au printemps, alors qu'on a des températures qui sont des fois un petit peu trop basses pour aller imaginer d'autres choses. Si je peux me permettre de rajouter une toute dernière chose pour ce point-là, c'est la planification en fait. Faut vraiment planifier sa saison apicole dès le départ, savoir où on va et où vont aller nos ruches et nos colonies. Donc c'est ce qui permettra aussi de détecter les zones je dirais que je qualifierais de zones de danger ou périodes de danger sur lesquelles il va falloir intervenir. Donc, c'est ce que il y a plein d'agriculteurs qui fonctionnent avec cette méthode d'organisation et d'adoption de leur traitement, de leur stratégie de traitement tout au long de la saison et pas uniquement sur deux traitements ou deux périodes, été ou hiver, mais vraiment le coupler avec leurs objectifs de production, leur parcours de colonies et ça peut amener à réduire drastiquement les risques que peut procurer Varroa. Parce que Varroa restera quand même la porte d'entrée, mais ça peut déboucher sur plein d'autres problématiques. Je vous propose qu'on en arrête là. Il est 19h05. On va aussi libérer Caroline. Caroline, merci vraiment. Merci encore une fois pour ce très beau exposé et témoignage clinique du terrain. Avec Merci à plaisir. vous
Merci pour vos questions, vos interactions. Il y a bien sûr le replay qui va être disponible dans quelques jours. Mes collègues vont le mettre. Et aussi, je profite de remercier mes collègues qui ont pu organiser cette session et ont pu donner aussi l'occasion de ces discussions. Il me reste qu'à vous dire, qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions par mail. Je suis désolé, Caroline, mais je me dois de te les transférer éventuellement si on reçoit Il n'y a encore pas de d'autres problème. questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout traiter. Merci encore et au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.